Jared Devenant, qui n'est pas moi. Sacha, il va parler de la syndicalisme. Ouais. OK, bon. Bonjour. Dans ma tête, c'était que peut faire QS pour les mouvements sociaux. Puis là, matin, j'ai rouvert mon courriel. Puis là, c'était pas tout à fait ça la question, mais la présentation est faite. Fait que ça va être que peut faire QS pour les mouvements sociaux. La réponse principale qui me vient à l'esprit, c'est probablement d'aider à construire des liens horizontaux, de tisser des liens horizontaux entre les différents syndicats de base. C'est la tâche, que ce soit dans QS ou à l'extérieur de QS, dans le mouvement syndical, à mon avis, c'est probablement la tâche historique, si on veut, qui est devant nous. Parce que c'est probablement comme ça qu'on va réussir à doubler d'une certaine manière les directions par la gauche. Je vais voir durant le reste de mon exposé. Là. Mais depuis... moi, je suis dans le mouvement syndical depuis 2010, depuis les dernières négociations. Donc, ça fait 5 ans. Puis, de plus en plus, il y a une grogne qui s'étend dans les... à la base, si on veut, dans les membres de base, qui n'est pas toujours répercuté au sommet, et même qui, au contraire, souvent est en fait freiné. Donc, d'après moi, c'est ce qu'on peut faire pour rendre le mouvement syndical plus combatif, plus à même de s'engager, par exemple, dans des luttes comme celle des étudiants en 2012, ou de mener la lutte pour les prochaines négociations de l'année prochaine de façon à la hauteur, si on veut, des attaques et de la pugnacité du gouvernement libéral. La seule manière de monter ça, ça va être de s'appuyer sur les syndicats de base. Puis pour faire ça, il va falloir qu'il y ait des liens horizontaux qui soient tissés entre les syndicats. Donc, je donne 2 exemples un peu pour montrer comment ça a manqué dans les dernières années. Puis après ça, une petite réflexion sur comment les problèmes, enfin les difficultés qu'on peut voir pour faire advenir ça. Puis peut-être des pistes aussi de solutions. Donc, 2 exemples. Donc, les négos 2010, les dernières négociations. Les dernières négociations collectives, donc vous savez, c'est les 400-500 000 employés du secteur public qui négocient ensemble. Et bon, ça se termine par une entente de principe dans laquelle le gouvernement offre à peu de choses pour rien. Des augmentations de 0,5% par année, alors que l'inflation dépasse ça. Moi, prof de cégep, je me fais présenter ça vers la fin juin. J'étais à l'époque délégué syndical local, donc je vais dans le rassemblement de ma fédération, la FNEC. Et j'arrive là, et là, bon, on nous présente ça, il y a les chefs à plumes, là, donc Louis Roy, alors prochain président pressenti qui était là, et qui nous disent, bon, regardez, ça c'est le meilleur de ce qu'on a pu faire dans la négociation, c'est l'entente de principe, on vous propose de l'accepter. Donc, on regarde ça, les gens disent... Puis ils nous présentent ça en nous disant, ça va de bon sens, ce que le gouvernement nous présente, c'est terrible, camarades sick, terrible, mais, voyez-vous, il faut quand même l'accepter, parce que, nous dit-on, les membres ailleurs vont l'accepter. À la FNEC, la Fédération des profs de cégep, c'est une fédération qui est quand même assez combative. Il y a une frange de gauche assez combative, assez critique. Donc, il y a des gens qui disent ça n'a pas de bon sens, il faut rejeter ça, il faut se battre. Et donc, la réponse qu'on nous donne, c'est quand même vous voudriez vous battre à la FNEC, puis quand même, ça passerait majoritairement à la FNEC. Les autres fédérations de la CSN et les autres centrales, ça, oubliez ça, ça passe pas. On était une des premières fédérations à se prononcer là-dessus. C'est-à-dire, on se prononçait à savoir est-ce qu'on va recommander ou pas nos syndicats de base. Donc, on avait peut-être une possibilité de donner le pas, si on veut, d'entraîner les autres fédérations si on rejetait ou si on acceptait. Dans cette situation-là, de ne pas avoir
d'informations horizontales sur qu'est-ce que les autres disent. De ne pas savoir, de ne pas avoir des relais avec des membres des autres fédérations, de la CSN et d'ailleurs, qui nous diraient chez nous non plus, ça ne passera pas. Ça nous a handicapés. Parce qu'on a été obligé de s'en remettre, si on veut, à ce que nos directions nous disaient, en nous disant, regardez, on fait c'est toujours leur gros argument, on fait l'évaluation du rapport, du quotient de combativité des membres, ou je sais quoi. Puis, on pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, réellement, dans ce cas-là, à mon sens, on a été handicapé par le monopole, si on veut, de l'information que la direction de la FNIC et de la CSN avait sur l'état de la Ligue. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, mai de cette année. Premier mai. Bon, vous avez vu un peu, peut-être, dans les journaux, le mouvement de grève sociale qui s'étend au Québec, les groupes communautaires, ça touche aussi les groupes syndicaux, particulièrement les cégeps. Ça commence à Sherbrooke, donc c'est quelque chose qui était discuté déjà dans la fédération, dans la FNIC, Fédération des groupes de cégep, depuis 2012, en fait. L'idée d'aller en grève sociale pour appuyer le mouvement étudiant. Bon, à l'époque, on a comme été le mouvement était trop rapide, si on veut. C'est long, là, prendre des décisions dans des centrales syndicales, c'est des grosses structures. Fait que pas genre, mais finalement, le mouvement était fini, elle m'a convaincu ça à faire. Mais l'idée restait là. Cette année, un peu le même scénario, mais il y a un syndicat local, Sherbrooke, qui décide de prendre les choses en main puis de présenter à ses membres une proposition de grève sociale pour le 1er mai. Donc, c'était il y a environ 3 mois avant le 1er mai. Surprise, ça passe. Probablement une exception, quoi. Une de ces anomalies. T'sais. Un deuxième cégep qui fait la même chose, ça passe encore. Ah ben, bon, une fois, 2 fois, hein, même 3 fois, on se dit, ça prend trop pour un petit temps pour ça. Troisième. Mais là, 4, 5, après quelques semaines, 6, 7, là, ça commençait réellement à faire tache d'huile. Au bout du compte, sur 50 cégeps, c'est 30 cégeps qui sont allés chercher des mandats de grève sociale pour le 1er mai. C'était quand même un mandat important parce que c'était une grève qui était illégale, donc tout le monde était conscient de l'affaire. Illégale dans le sens où on n'a pas le droit de faire la grève, sauf quand les contrats de travail sont échus, puis là, il y a un processus, il faut aller en médiation, puis après ça, quand la médiation échoue, etc., le gouvernement dit « OK, c'est beau, là, vous avez le droit de faire la grève ». Donc, c'est ça le droit de grève au Québec pour les employés du secteur public. Donc, c'est une grève illégale. Les conséquences étaient relativement minimes, dans le sens où le Code du travail dit bon, il y a entre 25 et 100 piastres par personne, puis il y a des amendes de 10 000 pour les dirigeants syndicaux. Tout ça a été connu, a été expliqué aux membres, donc les décisions ont été prises en connaissance de cause. Je passe sur la réaction des directions, on pourra revenir plus tard, mais l'idée ici, c'est de montrer que, encore une fois, le 1er mai, c'est-à-dire le 29 ou le 30, là, le jour avant le 1er mai, arrive à 4 heures de l'après-midi une ordonnance de la Commission des relations du travail, qui n'est pas la Cour supérieure, qui est un tribunal administratif, qui, à la demande du gouvernement et de la Fédération des cégeps, qui est le regroupement des différents cégeps, directions de cégep, a demandé donc, à cette commission de relations du travail-là de dire aux profs qu'il n'y avait pas le droit de faire la grève et leur a demandé la permission de déposer le lendemain à la Cour supérieure la dite injonction que les profs n'ont pas le droit de faire la grève pour que ça puisse servir d'outrage au tribunal. Donc l'idée, c'était de faire une espèce d'outrage à tribunal a posteriori. Le 2 mai, on nous aurait dit, bien voici, vous avez fait la grève le 1er mai, c'était un outrage au tribunal. Bon. La décision de la Commission de la relation du travail, ça a été de dire, pour la première chose, d'accord, c'est-à-dire on redit aux profs que vous êtes en infraction, que vous brisez votre contrat de travail, vous n'avez pas le droit, faites pas la grève. La deuxième demande est rejetée. La Commission du travail, de la relation du travail dit, on refuse que vous apportiez ça comme supérieur. Là, il y a une confusion. Il est 4 heures. La grève est prévue pour le lendemain à 9 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, l'exécutif reçoit des demandes de la fédération qui leur disent ben là, attention, là, comment vous voyez ça? Envoyez ça à vos membres. L'exécutif s'embarque dans son local. Et là, c'est le jeu du téléphone avec les différents syndicats de la FNEC et et les avocats de la FNEC qui, là, puis là, tout le monde est confus.
personne, semble-t-il, est capable d'analyser l'ordonnance, alors que chacun, elle avait été rendue publique de certaine manière, elle avait été diffusée aux membres. C'est pas un document, là, c'est quelques pages, tu lis ça à tête reposée après une demi-heure, puis tu comprends ce que ça veut dire. T'sais. Tout le monde qui l'a lu est arrivé aux mêmes conclusions, c'est ça que je vous ai dit. La première, on le savait, puis la deuxième réponse de la Cour, de la Commission est plutôt positive, en fait. Hein, on sait donc qu'on n'aura pas d'injonction. Donc, allons de l'avant. Mais, sur les 30 syndicats qui avaient un mandat de grève, il y en a 20 qui ont décidé de lever la grève, donc de ne pas faire de grève, finalement, par décision d'exécutif. C'est-à-dire, malgré les mandats, passer par-dessus les mandats locaux, puis de dire, ben, regardez, il n'y a pas de grève demain. Sous la pression, si on veut, de la confusion des gens. Donc, encore une fois, là, à mon sens, encore une fois, si les syndicats avaient pu se parler de syndicat à syndicat, sans qu'il y ait les avocats des fédérations qui leur disent « Regardez, là, attention, attention », il faut l'avoir vécu pour s'imaginer à quoi ça peut ressembler avec les avocats qui nous disent « Attention, le même, faites attention à ce que vous dites, parce que là on n'est pas sûr si les lignes ne sont pas TP. Puis là c'est la panique, puis la peur, puis là, personne n'ose faire d'analyse, puis personne... » S'il n'y avait pas eu cette situation-là, si les syndicats avaient pu se parler de syndicat à syndicat, est-ce que ça n'aurait pas amené certains syndicats, en s'appuyant sur leur mandat, à dire « nous, on va de l'avant ». En faisant ça, est-ce que ça n'aurait pas fait un mouvement d'entraînement dans les autres syndicats qui auraient dit « d'accord, nous aussi, dans le fond, on va de l'avant hein? ». Puis ça aurait changé complètement la donne du premier. Donc, je m'étends beaucoup trop, j'ai 15 minutes. C'est deux exemples juste pour montrer que dans ces deux cas-là, selon moi, là, le fait que la structure de communication et d'action soit verticale plutôt qu'horizontale a été un frein dans la compatibilité dans ces deux cas-là. Donc, la chose à faire, qu'est-ce que QS peut faire pour les mouvements sociaux, pour le syndicalisme, d'aider à construire ces liens-là horizontaux. Autant pour l'information et le support politique, comme je viens de dire là, question d'avoir des informations qui sont extérieures à ce que les directions nous disent, aussi c'est des liens qui pourraient servir pour l'action. C'est-à-dire, simplement pour échanger, par exemple, des méthodes de lutte. J'imagine les situations, ça change de syndicat en syndicat, mais chez nous, par exemple, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de membres qui sont peu politisés, peu militants. Donc, des choses aussi simples que faire des slogans dans une manif, animer une manif devant ton cégep, faire une action à l'improviste, parce que là, il se passe quelque chose localement, puis tu vas faire... C'est pas tout le monde qui est outillé pour faire ça. Puis c'est pas les directions qui vont nous dire comment faire ça. Un peu pour les mêmes raisons, je ne veux pas faire du direction bashing, là, mais enfin, c'est mon thème, l'idée, c'est que je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur les collègues, parce que ce que les directions nous proposent, en général, c'est de nous avoir des espèces de macarons, ben non, des menus barbecue pour l'été, c'est ça les outils de mobilisation là, que les directions proposent aux gens. Donc, ces liens-là horizontaux-là pour aussi servir à partager des moyens de lutte, des analyses plus radicales de la conjoncture. Par exemple, présentement, pour les négos qui s'en viennent, c'est quoi le débat? C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand la loi spéciale va nous tomber dessus? C'est ça le sujet, c'est ça qu'il faut parler. Là. On va être devant une loi spéciale en octobre ou en novembre. Dans les congrès, ça se parle pas de ça. Ça se parle de ça où? Ça se parle de ça dans les sites web, comme Presse Web. C'est des interventions de membres individuels qui parlent du sujet, mais donc ça aussi, hein, c'est quelque chose qui peut être abordé par le biais de ces liens-là. Puis évidemment, d'essayer de pouvoir construire des réactions autonomes, un peu comme j'expliquais là dans la grève, au sujet de la grève du 1er mai, de façon à pouvoir réagir de façon autonome à ce que les directions, ne pas être en attente avec ce que les directions nous disent de faire. Donc, c'est les bénéfices, si on veut, que je peux voir à construire des liens horizontaux. Parce qu'il existe une gauche syndicale dans le mouvement syndical, autant dans les structures, c'est-à-dire les gens qui sont élus dans les exécutifs, qu'à l'extérieur. On le voit par exemple dans des mouvements comme Prof contre la hausse, il y a des membres qui ne sont pas dans les structures, mais qui sont à gauche, qui sont syndicalistes dans le sens où ils sont mobilisés et prêts à défendre leurs conditions de travail. Mais on se connaît plus ou moins bien. Souvent, encore une fois, dépendamment du milieu, à Québec c'est moins épais, il y a plus de liens entre ce qui est hors et ce qui est dans les structures. À Montréal, ce que je comprends, c'est moins... ces liens-là sont plus difficiles, donc il y a des gens qui s'organisent à l'extérieur des structures officielles syndicales, comme Prof contre la hausse, admettons.
qui ont une certaine méfiance, puis on peut comprendre pourquoi, et d'autres qui sont... Donc, on ne se connaît pas très bien, puis des fois, ben, les relais manquent, et dans des luttes, comme par exemple pour les négos, en 2012, c'était une chose avec les étudiants, la grève des étudiants, parce que ça a aidé l'organisation hors structure, ça permettait de prendre des positions qui n'étaient pas nécessairement terminées par l'ensemble des structures, d'être plus radicales. Mais les négos, les mandats de grève, c'est sur le plancher syndical qu'ils vont se prendre. Les profs contre la hausse, c'est bien beau, mais tant qu'ils n'iront pas dans leurs syndicats locaux pour voter les mandats, à l'extérieur, il y a des limites à ce que tu peux faire. Donc, les liens entre l'inter et ce qui est hors des structures, qui sont dans les structures, doivent être faits aussi, si on veut, je pense, encore une fois, avoir la combativité la plus forte possible. Dans les fédés, entre les syndicats, dans les syndicats aussi. Okay. Donc, comment est-ce qu'on peut, quel genre de forme est-ce que ça peut prendre, ces réseaux-là horizontaux? Bien, il y en a déjà qui émergent un peu spontanément. Donc, j'ai parlé de Profs de la hausse, qui est une forme comme ça. C'est des individus qui ont décidé de s'organiser un peu, justement, là, par semi-Facebook, de personne à personne. Il y a aussi des formes plus comme institutionnelles, les comités de mob dans les syndicats locaux, qui eux, en général, sont plus directement liés aux assemblées générales. Hein. Ils vont prendre leurs orientations générales, si on veut, des assemblées. Donc ça, c'est une forme qui est plus proche, si on veut, des décisions démocratiques là, qui sont prises dans les syndicats. Il y a des médias qui existent déjà, Presso à gauche, par exemple. Tantôt, je parlais d'une intervention qui a été faite sur la loi spéciale, ça se fait dans les médias. Donc, il y a déjà des formes existantes qu'on pourrait probablement mettre à profit, utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas en avoir d'autres à inventer. Il y a des difficultés, je finis là-dessus. Oui. Il y a des difficultés au niveau des moyens. C'est-à-dire, pour faire ça, ça prend des moyens. Puis les moyens, c'est surtout, disons, les centrales qui les ont, puis les centrales s'opposent à la démarche. À la FNEC, là, officiellement, là, tu n'as pas le droit de communiquer avec d'autres syndicats. Il faut que tu passes par la direction. Si tu veux envoyer un message à tout le monde, à tous les autres syndicats, il faut que tu passes par là, officiellement. Non, le font pareil, plus ou moins, mais la direction n'est pas trop chaude à ça, puis etc. Donc, il y a comme on ne peut pas vraiment se fier sur les directions, mettons, de la FNEC pour mettre sur pied un réseau de gauche dans la FNEC. Là. Non. Donc, les moyens. Je parlais de ça avec une fille du mouvement étudiant qui me disait que la C avait eu cette réflexion-là, à un moment donné, de convoquer des espèces d'états généraux de base, des groupes de base, des syndicats. Je trouvais ça intéressant parce que ça prend des organisations quand même justement qui ont des moyens, ne serait-ce que pour faire peut-être des rencontres avec Montréal, une rencontre à Québec, quelques rencontres régionales, pour que, puis après ça, mettre ça en commun. Donc ça, c'est une première difficulté. Puis l'autre difficulté, c'est la question de la méfiance par rapport aux formes, mettons, partis. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ça soit des gens de QS qui invitent des gens qui sont dans QS ou pas dans QS à une réflexion comme ça? Est-ce qu'il faut que ce soit des gens de QS? Est-ce qu'il faut que ça se fasse de façon non partisane? Par exemple, il y a des choses comme offensive syndicale, des groupes qui ne sont pas officiellement affiliés, disons, à un parti. Fait que ça aussi, c'est à réfléchir. Qui fait l'appel? Dans quel... ouais, c'est ça. C'est un travail à moyen terme, c'est vraiment la fin de mon intervention. Ça ne fera pas en sorte, je pense, que les prochaines négos vont être gagnés, mais sur le moyen terme, long terme, là, on va difficilement pouvoir couper court. C'est toujours un peu, en 2010, vous l'avez vu, 2015, c'est un peu le même problème qui se répète, et dans le temps qu'on ne dépassera pas cette espèce de mainmise des directions nationales et même fédératives sur le mouvement, d'après moi, on va difficilement être capable de vraiment monter la combativité d'un cran. Voilà. Bon, merci beaucoup.